D'abord, j'aimerais remercier mes amis belges et entre autres tous les arboristes d'Arboresco qui m'avaient déjà invité il y a très très longtemps à Tournai. J'ai eu l'occasion de revenir plusieurs fois ici et je suis toujours très bien accueilli. Donc je les remercie infiniment. Alors au banage, LTH des arbres, jusqu'où aller? Effectivement, c'est une question qu'on se pose. C'est vrai qu'ils méritent notre attention, ces arbres. Souvent, c'est des problèmes de sécurité, etc., qu'on essaie de les sécuriser pour les biens, les personnes, mais des fois, il est nécessaire de les préserver pour eux-mêmes, en fin de compte, hein, parce que des fois, ils ont des défauts de structure qui, malheureusement, parfois leur sont fatales. Alors, bien sûr, ce qu'on peut déjà trouver comme problème sur les arbres, c'est les fauches à écorce incluse, qui font des dégâts comme relativement importants sur des grands arbres. Des fois, c'est vraiment définitif. Donc ça, chaque bon arboriste devrait le reconnaître, ça c'est sûr. Puis parfois, certains arbres voilà, ont des particularités qui sont importantes à regarder, à observer. La méthode VTA est nécessaire, on va dire, pour être vraiment efficace. Et cette vision de l'arbre est importante pour anticiper et lire, par exemple, sur ce tilleul avec cette grande charpentière à gauche là, qui part très loin, qui a un bras de levier, un porte-à-faux important. Elle a beau ne pas avoir de défaut à la limite de décourse insérée au départ, elle a un très grand poids et il est nécessaire d'anticiper, on va dire, peut-être la chute de cette branche en posant des haubans. Alors c'est clair que cette méthode VTA elle a été prise depuis très longtemps et puis on a vu dans le temps que certaines personnes avaient quand même passablement, on va dire, une bonne vision de l'arbre, avaient fait des choses plus ou moins, on va dire, efficaces, avec des contraintes des fois importantes pour l'arbre lui-même, avec des étais métalliques qu'on a pu le voir, des méthodes qui parfois provoquaient des problèmes dans la structure de l'arbre, qu'on peut le voir ici. Certaines fois, ça fonctionne. Et puis, avec le temps, bon, on s'est amélioré, on a trouvé d'autres systèmes. Et disons que quand on arrive sur des arbres remarquables, il y a souvent un peu ce mélange de tous ces systèmes qui ont été mis en place. Et des fois, c'est un peu compliqué de savoir effectivement si notre perçage est relativement creux ou ne l'est pas. Donc ça, c'est pas évident à savoir comment se trouve la structure de l'arbre après toutes ces interventions. Donc le matériel et les techniques ont évolué, mais même aujourd'hui, ce n'est pas forcément une garantie à toute épreuve d'installer des haubans, etc. Je vais présenter plusieurs éléments. Alors les étayages, ça a été il y a plusieurs, on va dire, ça c'est en Turquie, c'est peut-être pas forcément la meilleure solution, mais il y a un encadrement de cet arbre. Une technique un peu tour Eiffel, comme ça. Plutôt échafaudage, moins sympathique, on va dire. Et puis avec le temps, on a réussi quand même à réfléchir un peu autrement, en mettant des soutiens, on va dire, ou comme des berceaux, en fin de compte, pour accompagner un arbre qui a des grandes charpentières qui partent très, très loin, très lourdes. Et puis l'arbre va en fait se reposer, le cas échéant, dans un berceau qui est fait pour lui. Et puis où on arrive parfois justement à préserver des arbres comme ce noyer noir qui se trouve à Genève, où là en plus on a été plus loin dans la démarche où on n'a pas utilisé du métal mais du bois, du mélèze entre autres, pour faire cette béquille et supporter cette immense charpentière qui au nord est extrêmement fragile pour pouvoir garder toute la structure de l'arbre. Là on pense vraiment que si on n'avait pas fait ça, la perte de cette charpentière qui représente presque un tiers de l'arbre a été vraiment fatale pour l'arbre et son équilibre en fin de compte. Alors, je vais vous présenter plusieurs cas, assez rigolos pour certains. Ici, on a un un séquoia qui se trouve dans une école. Le problème, c'est qu'il y a des branches qui tombent dans la cour de l'école, pas de vent, etc. Toujours un peu les mêmes problèmes de chute estivale de branches. Heureusement, personne dessous quand ça arrive. Et c'est vrai que ces branches de séquoia, comme on peut le voir ici, elles sont pas mal chahutées par le vent, elles ont des fissures à l'intérieur qui se développent et tout d'un coup, ça lâche.
qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas couper l'arbre parce que c'est vraiment un arbre qui était... L'arbre, l'école s'est construite là autour. Donc, que faire? Quelle solution adéquate? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait déjà un platelage de bois, en fait, qui entoure la structure dessous, donc une protection au niveau racinaire, physiologie, je dirais moyenne, mais on peut l'améliorer. Alors, on est parti un peu dans des protections potentielles. Parce que ces branches ne sont pas petites, donc on va aller fabriquer une première proposition. On s'est un peu lâché, il faut dire ce qu'il est, quoi. Donc l'idée là, c'est d'avoir une sorte de treillis qui va récupérer des branches qui tombent de l'arbre. Ok, le problème peut-être que si une branche tombe, elle va suivre les haubans qui soutiennent cette espèce de cercle là au-dessous, donc c'est peut-être pas une bonne idée. Donc on dit bon, ok, on va changer. On va faire un truc comme ça, un peu sur le même principe, sauf que là, on va entourer l'arbre, on va faire des trous pour mettre les bases en béton, donc en même temps, ouais, c'est lourd, ça va pas être très, très sympa non plus. Et puis on est arrivé à une solution particulière que je trouvais assez intéressante, en fait, une sorte de parapluie à l'envers qui va être suspendu au milieu du tronc, l'écorce du séquoia étant bien épaisse, on va dire, ça ne va pas poser de problème, ça ne va pas être très lourd, etc. Puis on nous a dit, bon, ok, comment ça se présente visuellement dans la pratique, quoi. On s'est dit, bon, il faut qu'on aille plus loin, parce que ça, c'est juste des intentions, mais allons plus loin. Alors on s'est dit, bon, on va prendre un ingénieur qui, lui, va modéliser un peu tout ça. Ok, et puis on s'est fait une petite maquette. Et là, les gestionnaires m'ont dit, ouais, ça t'en dit, c'est moche, ça va être trop cher. Il y a encore des fonctionnaires, je dirais, des écoles qui ont des avis là-dessus. Donc, bon, on va laisser tomber ça. C'était un essai, mais on ne va pas aller plus loin. Pour finir, plus simplement, notre séquoia va être régulièrement attaché. Je ne veux pas dire toutes les branches, mais presque. Donc, l'entreprise est venue sécuriser les plus grosses charpentières. Et puis, ils ont un contrat sur 10 ans d'observer, d'aller changer des haubans, au cas échéant, etc. Et puis, ce qui était fait plus radicalement, c'est qu'en fait, tout l'accès sous l'arbre a été bien entouré d'une belle barrière de au moins 3 mètres de haut. Le plâtrage a été enlevé, on a mis du mulch, etc. Il y a juste un petit souci indirectement, c'est que les ballons, il fallait les chercher, donc il faut créer un gros portail pour pouvoir accéder au ballon qui est prisonnier. Mais au moins, l'arbre est tranquille, les branches tombent dans leur enclos, quoi. Deuxième cas, c'est tout des conifères. Alors, c'est un cèdre qui se trouve à Lausanne, une rue très, très passante, avec des lignes de bus, il y a un centre de congrès à côté, etc. Cet arbre a été, on va dire, on se demande qu'est-ce qu'il fait là, on dit mais, parce qu'il est vraiment coincé, son historique un peu, il a failli passer plusieurs fois. D'une part parce qu'il y a eu une fuite de gaz il y a 30 ans, le gaz pour les systèmes racinaires, c'est vraiment pas génial, donc l'arbre est devenu complètement jaune. Et heureusement, le gestionnaire à l'époque a fait intervenir des pompiers, on a creusé des puits dans l'asphalte, inondé d'eau pour refaire sortir le gaz. Et l'arbre, une année ou 2 ans après, il s'est reverdi, pas de souci. Par contre, comme vous le voyez, il y a quelques petits problèmes, on va dire, dans sa structure qui est vraiment en forme de chandelier, avec des multitroncs. Il y a eu quelques branches qui sont cassées, donc beaucoup de personnes étaient là pour cet arbre est trop dangereux, il y a trop de monde qui passe ici, il faut l'abattre. Puis on s'est un peu battu, heureusement. Et puis la question s'est posée, est-ce que c'est un arbre comme ça, est-ce qu'on laisse malgré les contraintes? Il est tellement particulier qu'on s'est dit oui. Donc qu'est-ce qu'on a préconisé? Bon là c'est un dimanche matin à 8h, c'est pour ça qu'il n'y a personne. Mais d'habitude, ça circule beaucoup. Donc en gros, c'est une taille qui se fait tous les 2-3 ans, voire un peu plus, sur la périphérie. Et puis bien sûr, parce qu'il pousse relativement bien, il a une super physiologie. Par contre, comme j'ai dit, il y a quand même quelques petits problèmes de structure. Et ça, c'est assez compliqué à gérer. Une petite forêt de cèdres. Donc en fin de compte, il y a aussi une petite forêt de câbles et de haubans, etc. Et là, on peut se poser la question, comment ça fonctionne? On n'a pas pu
tester les branches. Quand on fait un enrobannage, on peut calculer des charges, etc. Mais là, c'est tellement compliqué, tout se tient entre chaque charpentière. Donc, en fin de compte, comment ça fonctionne réellement, ça, on ne sait pas trop. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas eu de branches qui sont tombées depuis plusieurs années à ce niveau-là. Mais tout en gardant une taille qui est régulière sous la couronne pour le maintenir, pour éviter qu'il prenne trop de porte-à-faux. Mais en fin de compte, comment ça fonctionne, franchement, je ne sais pas. Celui qui va poser les haubans, il faut qu'il m'explique, mais voilà. Un autre cas, c'est nouveau un CED qui est près d'une mairie, la place. Super CED, très dense, aussi une bonne physiologie, pardon. Et puis quand on même l'observe sur la troisième dia ici, on voit qu'il y a quand même un petit problème qui s'est passé par là en haut. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été foudroyé il y a une vingtaine d'années. La flèche a explosé, on a dû couper. Et puis vous voyez que ça ne se passe pas très bien au niveau de la compartimentation de cette blessure, qui a vraiment un gros diamètre, au moins je crois 60 ou 80 cm. Et puis cet arbre, en fin de compte, il se porte très bien et il a des fortes réactions. Il est hyper dynamique, comme vous pouvez le voir. Donc en fin de compte, cet état physiologique très dynamique, quelque part, ça le péjore, en fin de compte, parce qu'il pousse tellement que ça exerce de fortes tensions. Donc on va regarder de plus près pourquoi on ne pourrait pas faire quelque chose. Alors on avance. Là, on voit un peu mieux l'état du tronc avec la partie ici tout en haut. Voilà, qui est vraiment ouverte, qui part depuis le sommet, qui descend, qui s'élargit. On voit des magnifiques racines aériennes, une décomposition du bois avec une marron cubique ici. Et puis ça descend en forme de spirale jusqu'au pied de l'arbre. Donc quand on voit toutes les branches qui sont insérées autour de cet axe qui est plutôt fragile, on va dire, en tout cas qui semble fragile, on peut se dire, cet arbre, il faut absolument faire quelque chose. Alors on a utilisé le tomographe ici pour faire des analyses au niveau du tronc. Ça a commencé en 2007. En 2011, on voit une légère transformation de la tomographie qui est plus ou moins stable à certains endroits. C'est clair que le plus haut, c'est pas mieux, hein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans l'arbre et c'est vraiment étonnant qu'ils soient encore debout. Voilà, fait du résistographe aussi là au-dessus. Donc, les préconisations pour cet arbre, ça a été d'être cadré en fin de compte, hein. Donc on est revenu sur toutes les extrémités, tous les porte-à-faux pour alléger en fait le bras de levier, diminuer la charge sur les points d'insertion. Ça c'est après la taille. Maintenant il a repris un peu une forme un peu plus naturelle, mais c'était coupé sur des branches qui faisaient entre 3 et 5 cm maximum. Et puis on a fait ce genre de choses. Donc on a vraiment cerné, on va dire, encerclé, comme ça se faisait peut-être avant avec des pièces métalliques, donc là avec des spansets, hein, un tonnage suffisant, une protection, et puis pris en sandwich, on va dire, le tronc de cette manière-là, pour éviter qu'il s'ouvre. Donc là on voit un peu plus près. Et puis c'est sûr, dans la partie aérienne, on voit la flèche qui a disparu. Il y a tout d'un coup eu 5 ou 6 leaders qui sont repartis à la verticale. Donc il y a vraiment une concurrence qui se fait là. De grosses tensions sur des charpentières avec un tronc qui est vidé. Et puis, alors la même chose, pose de haubans pour compléter, pour sécuriser le tout. Jusqu'à maintenant, en fait, il n'y a absolument rien eu, il s'est rien passé, tout fonctionne correctement. Donc cet arbre est vraiment aussi très cadré, etc. Et on est en 2019, il y a une nouvelle, on va dire, le gestionnaire a dit, bah, tiens, on pourrait faire une nouvelle taille, puis je lui dis, peut-être qu'il faudrait savoir comment ça a évolué, si c'est pire, si c'est stable ou pas. Je pense que ce serait intéressant de savoir, après 8 ans, de savoir un peu comment l'arbre a évolué avec ça. En tout cas, il le vit très bien, et en fait, c'est son côté de très bonne vitalité qui, en fait, je pense, lui permet de cadrer encore, je dirais, le champignon qui est en place.
Et puis, on est obligé de le soutenir parce qu'en fin de compte, il est vraiment trop dynamique. Un autre cas qui est plus compliqué, c'est nouveau un cèdre. Petite place au centre de Lausanne avec beaucoup d'animations, parking, des terrasses de café, différentes manifestations au pied. On le voit ici. Il est peut-être un petit peu moins dense que les autres qu'on a vus, mais il a sa place. Il y a eu une revitalisation du sol, etc. Et puis, il est un peu bizarre, il ressemble plutôt à un acacia dans une plaine africaine qu'à un cèdre, je trouve. Et puis surtout, il y a deux, trois choses un peu bizarres à son sommet, quoi, ou de sommet qui n'existe plus, quoi. Donc là, on s'est dit, il faut absolument faire quelque chose avant que ça se passe mal, quoi. Donc il y a une petite réflexion avec la ville de Lausanne, M. Rosselet, qui s'occupe des arbres de la ville. On s'est dit qu'il fallait vraiment le garder. Il y avait vraiment un intérêt particulier à garder cet arbre sur cette place. L'abattage, à la limite, paraît raisonnable. Il n'est pas non plus exceptionnel, mais en fin de compte, on essaye de le garder. Donc on prend 2-3 idées. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'il faut régler ces problèmes de branches très plates qui partent à l'horizontale? Donc on a participé avec la ville discussion, avec un bureau d'ingénieurs aussi, pour essayer d'élaborer quelque chose de cohérent. Alors d'abord, il y a une première intention, il y a aussi la discussion avec les responsables, les chefs de service, est-ce que c'est utile ou pas? On a pu retrouver une vieille photo qui indique que l'arbre était là depuis quand même un certain temps, et puis qu'il faut vraiment faire quelque chose si on veut le garder. Donc ça a réussi à passer, on a avancé dans le projet. Et puis, on s'est dit, on va faire un truc comme ça. Voilà, en fait, on va recréer une flèche. Et puis à partir de là, on va aubonner les branches latéralement. C'est que là, quand on fait un truc comme ça, surtout si on met une sorte de pointe métallique qui va au-dessus de l'arbre, il faut aussi l'équiper au niveau du paratonnerre, etc. Parce que c'est vraiment quand même un point d'appel, on va dire, pour les éclairs. Donc il faut aussi réfléchir à ça. Alors au début, c'est des petits dessins comme ça. On dit, tiens, on pourrait faire un truc comme ça. Ça évolue, quelque chose qu'on va appuyer contre le tronc, l'attacher. Après, ok, c'est bien, mais est-ce que l'axe qui est encore plus ou moins vertical, est-ce qu'il peut accepter ce genre de choses? Donc on a commencé à mesurer précisément les différents diamètres. On s'est aperçu, ok, ça a l'air de coller, c'est relativement droit, peut-être qu'on arrivera à mettre quelque chose là. Oui. Donc on a notre bureau d'ingénieur qui a développé un système métallique qui est ici, avec différents systèmes de fixation. Et puis, on a surtout commencé aussi à modéliser l'arbre pour savoir un peu les charges qu'il fallait mettre en place. Donc, comme on fait pour des bâtiments, etc., on modélise notre arbre pour avoir après une structure qui nous explique un peu les charges qu'il y a. Ça pèse à peu près 500 kg le tube là qu'on va mettre en place. Voilà un peu les images qu'on peut avoir, qui permettent après en fait de comprendre qu'est-ce qu'on va poser, quel est le poids, etc. Y compris par exemple le poids de la neige, par exemple, qui peut arriver sur cette structure. Alors la mise en place, très spectaculaire, avec une grue, les grimpeurs dans l'arbre. Voilà, c'est assez compliqué. Donc il y a vraiment des parties qui sont étayées, qui sont prises dessus, qu'on utilise des faux enfourchements pour coincer notre tube. Pour mettre une mise en place définitive, qu'on voit l'arbre, on va dire sa flèche, avec les nombres haubans qui récupèrent en fait chaque branche à ce niveau-là. Donc c'est clair que ça a un coût, c'est certain. Mais est-ce que ça fonctionne? Ben oui, le premier hiver, notre arbre, pas de souci, pas de branche qui tombe, et puis en fin de compte, je trouve qu'il a sa place, et puis voilà. Après, c'est un choix, on peut discuter du choix, des moyens qui sont utilisés. Mais je trouve l'opération est relativement réussie, quoi. Bon, ça c'est un peu l'excès, hein.
Tout se passe bien, donc tout le monde est content. Maintenant, dans l'autre cas plus simple, on va dire, une route qui s'élargit au tram. Le tram, comme on a pu le voir, fait arracher des arbres ou replanter des nouveaux. Là, c'est expropriation des terrains sur les voisins. Et puis, il y a des arbres à côté. Il y avait un Sequoia sempervirens, là, c'est un Abies concolore, et puis on est venu vraiment raboter à 1 mètre du tronc. Donc on s'est dit, on ne peut pas faire des étaillages, donc on a mis en place un système de treillis, en fait, galvanisé, des câbles qui ont été pris dans le mur, qui étaient faits en place, et puis des tire-fonds régulièrement disposés autour de l'assiette racinaire, et fixés par un système que vous connaissez tous. Et puis ça a permis sur les 2 arbres en verre de les préserver et de les maintenir en place au niveau vraiment de l'assiette racinaire mécaniquement. Et puis cette année, j'ai fait quelques photos, ces arbres vont très bien. L'Abies concolore qui était relativement haut, qui penchait côté maison, mais qui est toujours debout. Et puis ça c'est l'aspect actuel. C'est clair que peut-être le futur propriétaire qui voudra planter quelques arbustes au pied du séquoia aura quelques petits soucis, mais bon, voilà. Il ne faut pas oublier que c'était comme ça avant, quoi. Ça, c'est un autre moyen. Un dernier. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre possibilité? Là, on a à nouveau un séquoia, pardon, qui est proche d'une école. La construction s'est faite relativement près du tronc, mais beaucoup. Il penche, on a fait un test de traction pour voir s'il n'avait pas de problème à ce niveau-là. Et puis par mesure de précaution, on s'est dit, bon, on va étayer un peu tout ça, et on va mettre des câbles simplement plantés, et puis on va les laisser un peu libres, on va dire, et puis s'il y a des mouvements de l'arbre, on va voir tout de suite sur l'étendeur qu'est-ce qui se passe, et on pourra se dire, ok, il faut faire quelque chose. Donc on a utilisé un système, c'est le même, mais avec plus de moyens, disons, de dimensionnement par rapport à l'arbre pour planter et retenir plusieurs tonnes notre séquoia de cette façon-là. C'est un moyen qui est visuel, qui est effectivement un peu plus invasif en tout cas que le système qui permet d'ancrer la base de l'arbre. En résumé, ces arbres avec leurs différents problèmes mécaniques présentent des points de faiblesse importants qu'on peut résoudre, parfois avec peu de moyens. Des fois, on investit un peu plus, mais je pense qu'il faut compter, il faut se fier. Des fois, on ne peut pas complexifier les problèmes. Là, j'ai un exemple d'un arbre, d'un tilleul, qui paraît super de ce côté-là. C'était ce printemps. Il y a une partie du houppier qui a disparu. Et si on avait mis des haubans, on n'aurait pas eu ce problème-là. Et puis si la personne avait bien été conseillée, peut-être que le résultat final, ce n'était pas non plus ça. Là, il y a une question de confiance aussi avec les experts et les clients, c'est-à-dire on peut faire autrement, mais là, il y avait plusieurs propriétaires dans cette petite maison. Ils n'étaient pas d'accord sur la finalité du truc. Et puis il a choisi la sécurité maximale, on va dire. C'est un peu dommage, je pense qu'on aurait pu faire autre chose. C'est vrai que ça ne résout pas tout, mais ça permet d'éviter des décisions qui sont peut-être trop hâtives parfois. Alors bien sûr, ça demande parfois un investissement effectivement important. Il faut aussi penser que ces matériaux, ils subissent le temps, il y a les UV, les conditions de météo, donc il faut aussi avoir un suivi. C'est important, le haubanage, on le pose et puis on part. Non, il faut surveiller, etc. Ça, c'est clair. Et puis, c'est aussi important de discuter avec plein de collègues, effectivement, pour essayer d'avancer et puis de trouver des solutions, etc., pour les arbres et pour nous-mêmes. Et puis, surtout, d'éviter d'en arriver à la dernière été pour la planète. Là, c'est un caricaturiste italien qui a reçu de nombreux prix. Puis, quand j'ai vu ce dessin dans le temps, il y a quelques semaines, je me suis dit, ouais, là, il faut réagir vite avant que ce soit ça la réponse qu'on donne à nos arbres, quoi. Voilà.